Juste avant de parler du Budo vraiment et de sa place dans le monde actuel, en quelques mots, c'est pour ma culture personnelle, en quelques mots, je voudrais que tu nous dises, s'il te plaît, la différence entre l'aïkido et l'aïkidoi. Parce que j'ai assisté au stage, chez nous, il se passe des trucs. J'ai pas tout compris, mais j'aimerais bien. Pour ma culture. Tu l'as dit, doi, ça veut dire. J'ai oublié. Consentir. Voilà. Donc, en gros, dans la pratique par elle-même, quelle est la grosse différence entre l'aïkido et l'aïkidoi? Ton auriculaire droit. D'accord, Ah non, c'est pas une blague. J'entends. Ton auriculaire droit. Oui. Là maintenant, il commence à être un peu conscient. D'accord. Ok, je vais quand même continuer. Je vais revenir sur. C'est pas une blague, je vais revenir J'ai bien compris. pourquoi je te dis ça. Donc il me semble que au Sensei, avec cette expérimentation fondamentale, qui dort chez tous les êtres humains. Donc ça c'est important parce que sinon on va déifier les êtres. Qui dort chez tous les êtres humains. Et finalement, quand il y a des outils, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir, les êtres s'approprient ces outils et s'impliquent dans un processus d'implication totale qui fera qu'ils vont développer une dimension que j'appelle la bioconscience, la conscience biologique, que après je la développerai bien, alliée à un processus de verticalisation tertielle, un relâchement des membres supérieurs, qui deviendront simplement qu'un prolongement du cerveau primaire et central, et ça deviendra la bioconscience verticale. De cette bioconscience, à partir de ça, on va pouvoir se diriger vers d'autres stades d'évolution, jusqu'à peut-être quelque chose qui dort, c'est-à-dire un dévoilement complet de ce qui est vraiment, et que l'on peut qualifier, mais c'est des mots qui... Ce ne sont pas des mots qui peuvent vraiment intellectuellement représenter ce qui est vécu par l'âme. Aussi, c'est âme, conscience, différentes consciences, etc. Enfin bon, la dimension profonde et essentielle de l'humain, je vais le dire comme ça. Et c'est cette bioconscience qui va nous permettre de passer les caps de conscience. Je vais le dire autrement. Nous sommes tous un tas d'informations reçues de nos parents au moment de leur union et de la création de cette cellule qui va se développer jusqu'à maintenant, plus tout un tas d'informations captées consciemment ou inconsciemment jusqu'au moment T maintenant. Et ce sont ces informations-là qui font que nous agissons comme ci, comme ça, si nous n'avons pas conscience, et ou si nous n'avons pas les ressources de la conscience que nous pourrions avoir. Ressources qui vont nous permettre d'ajuster nos pensées, d'ajuster nos paroles, d'ajuster nos attitudes, d'ajuster nos comportements, d'ajuster nos actes, d'ajuster nos actions. C'est énorme ce travail-là. Et ceci va permettre d'avoir à un moment donné, comme dans une balance, ce niveau de conscience-là va être tellement présent, tranquille, délicat, puissant, que les autres informations qui ont permis que notre existence existe jusqu'à maintenant, par les différents cerveaux, l'intestinal, le reptilien, le mammalien, le néocortex, n'ont plus besoin de faire attention pour maintenir
envie l'être présent. Parce que l'autre niveau est là, la bioconscience verticale. Donc, comme ils n'ont plus besoin, ils sont tranquilles, ils disent, bah voilà, il y a une conscience qui est là. Ce vivant-là, il va continuer son cheminement. C'est essentiel à comprendre. Donc, on a laissé, finalement, toutes ces informations qui peuvent apparaître, mais comme on peut choisir, elles ne sont pas adaptées, on les laisse. Et c'est la bioconscience verticale qui fait son cheminement. Jusqu'à un moment donné où on va passer à un cadre de conscience essentiel. Alors, dans le bouddhisme, on dit Bouddha, dans d'autres choses, c'est le pouvoir cosmique fondamental, d'autres, c'est les chrétiens qui vont dire Dieu, peu importe quoi. Et là, il y a la bascule totale. Les illusions, tout ça, la fabrication mentale, les croyances, tout ça, ça disparaît complètement. Il ne reste plus qu'une petite bonne femme, un petit bonhomme qui va jouer, faire des châteaux de sable sur la plage, et qui va jouer avec les autres, et c'est réglé, quoi. Bien. Donc, dans l'évolution, on arrive au bout d'eau. Si on s'en tient au fait d'une voie initiatique pour attraper la lance et déposer les armes, je veux dire qu'on a déposé les armes et que la lance, on ne la renvoie pas. Si on la renvoie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça porte atteinte à l'autre morceau du vivant qui se trouve en face de nous, ou aux autres si on pratique à plusieurs. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'on la renvoie ou on ne la renvoie pas? Est-ce qu'on la dépose ou on ne la dépose pas? Je continuerai, je laisse Philippe qui s'impatiente. Non, je ne m'impatiente pas, je suis passionné par ce que tu dis, mais c'est juste une réflexion, un petit complément et peut-être même une interrogation, à savoir que Maître Ueshiba a démarré avec effectivement un passé des samouraïs et toute la culture qui est derrière. Et effectivement, c'était des arts guerriers. Et puis, il a eu cette révélation qui a fait qu'il a transformé l'aïkido en quelque chose d'autre. Donc, l'aïkido, je dirais que l'aïkido, c'est la vie, et la vie, c'est le mouvement, comme on peut dire. Donc, quelque chose qui va bouger. Il a fait des émules. Ces émules, chacun a pris une partie de ce qu'il croyait voir. On parlait tout à l'heure de communication, donc chacun a reçu sa part de vérité et a transmis des choses. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des écoles qui, au lieu de se compléter et de se comprendre, quelquefois s'affrontent. C'est bien dommage. Et toi, au gré du temps et de l'évolution, tu proposes ta version à toi. Et donc ma question serait, est-ce que Maître Ueshiba avait la conscience que justement, au gré du temps, son art allait évoluer vers autre chose, tout en restant d'aïkido, puisque certains diraient que ce que tu fais n'est plus de l'aïkido, mais je ne t'attaque pas, c'est juste une constatation de ce que j'entends. Il n'y a pas d'attaque possible. J'entends bien. Bien. Donc, je ne veux pas savoir ce que pense un tel ou un tel. Même si je me trouve à côté de vous, bien sûr, je vais peut-être un peu lire dans votre position ce qui se passe un peu, mais bon, voilà, pas plus, quoi. Mais il est probable qu'un être qui est en processus d'évolution, alors je tiens, à partir de ce que j'ai cru comprendre, de ce que Maître Kobayashi aurait prononcé quand j'étais avec lui, avec mon tout petit japonais de rien du tout. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir, il reste encore quelques autres disciples proches de Maître Kobayashi. Ici, j'ai hésité parce qu'un jour, il m'a dit, mais non, moi j'ai pas de disciples, quoi, j'ai ma moto. Ah, moi j'avais tout planté en France. J'avais débarqué avec femme et enfants au Japon, j'avais tout abandonné, et puis il me dit ça, quoi. Et puis en fait j'ai compris, parce que la notion de avoir des élèves, mais c'est un non-sens. Arriver à un moment de niveau de conscience, mais puisqu'on sait que c'est de la vacuité, qu'est-ce que la vacuité peut posséder? En plus, tout est vacuité. Donc voilà, donc on ne peut pas savoir vraiment ce que les gens pensent, mais tous les êtres, qu'ils soient menuisiers, imprimeurs,
je sais pas, informaticien, enfin tous les métiers du monde, on reçoit un enseignement, un savoir-faire pour un but donné, puis au fur et à mesure, tout ce qu'on flexifie, ça change. Et quand on reçoit ça, il y a un moment où on arrive à une maîtrise de ce qu'on nous a transmis, une compréhension du monde dans lequel on est, et puis on trouve d'autres idées. Et alors les styles de meubles changent, c'était aux ébénistes. Ça, tout le monde peut le comprendre. Mais, je vais finir ce que je veux. Tout le monde peut le comprendre. Mais quand on aborde cette dynamique d'évolution concrète dans des disciplines traditionnelles, c'est incroyable comme il y a un blocage pour tout ça, c'est-à-dire que les gens ne sont plus dans ce processus d'évolution. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a, comme les menuisiers, une évolution, parce que tout change. Les êtres, la complexification du monde autour, la compréhension de ce monde, tout change. Et vous voyez comme aujourd'hui, ce monde est différent du monde il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est incroyablement différent. On ne sait pas où on va, on est manipulé comme des marionnettes, etc. On a absolument besoin de retrouver les pieds sur terre, être bien centré et la tête sur les épaules bien verticale pour pouvoir raisonner le plus possible, percevoir le plus possible, dans une grande humilité, avec une grande lucidité, et agir pour construire un autre monde. Et pas pour être soumis ou soumettre les autres, mais trouver un processus d'être ensemble, de lier les différences. D'où doi qui veut dire consentir, ai c'est amour, unir, qui c'est la notion d'énergie. Alors effectivement on peut l'avoir sur l'énergie cosmique qu'on peut réaliser dans les expérimentations dont je vous ai parlé, mais on peut le concevoir intellectuellement ou scientifiquement avec les physiciens, etc. Bon. Il y a d'ailleurs une physicienne qui a écrit dans un de mes bouquins à ce sujet-là, on pourrait dire ça. Et je ne sais plus où je suis parti là. Aidez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc le fait de doi, consentir à ça, on est dans une implication. Une implication. Quand je consens à quelque chose, c'est que j'y réfléchis et que je vais m'y impliquer, que je vais faire avec les autres, et pas tout seul dans mon coin, comme un petit ermite qui croit tout connaître et qui finalement est aussi vite que les grains de sable ou les grains de moutarde. Bon, voilà. Donc c'est cette notion-là. Et pourquoi doi? Alors, je ne veux pas vous... C'est simplement des constats que j'ai faits dans tous les groupes que je suis allé. Et je le mets en parallèle de la voie du bouddhisme zen que j'ai expérimenté, voilà, jusqu'à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que j'expérimente à chaque instant. Si la voie initiatique sert à rendre les informations qui sont les êtres à un moment donné encore plus fortes, même si elles sont, comment dire, bénéfiques pour le vivant, et à contrario, si elles ne sont pas très positives pour le vivant, les deux options ne me vont pas. Parce que c'est une autre forme de conscience qui pourrait être développée. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que j'ai beaucoup observé qu'il y a des développements égotiques importants. Et ça, dans le processus d'évolution, c'est intéressant à vivre parce que si on arrive à s'en sortir, ben, on développe encore autre chose. Mais c'est un sacré frein où il n'y a que des vérités qui sont avancées, etc. Voilà, donc j'ai dit non, j'arrête. Le Zendo, la voie du Zen, je peux y assister, je en témoigne complètement, aussi bien devant le Dalai Lama que n'importe quel Roshi Zen, il n'y a aucun souci. Dans les dos japonais, quand on pose la question,
J'ai dit bien sûr que j'ai pratiqué fortement impliqué dans les différentes écoles jusqu'à le temps de rencontrer Maître Kobayashi à Orléans en 1980. Alors j'avais décidé de tout arrêter parce que je ne trouvais pas la cohérence que je recherchais. Après avoir pratiqué karaté, Shotokan, Goju-ryu, judo, petit. Donc c'est cette dimension qui fait que j'ai laissé le dos. Il y a quelque chose qui résonne pas plus. Et donc j'ai regardé le dictionnaire finalement. Parce que je me suis dit comment. Voilà, il y a eu un cheminement du petit bonhomme qui porte mon nom, mon histoire. Et puis dans ce cheminement, j'ai utilisé des outils que j'ai peut-être pas compris, mais j'ai été le plus sincère possible. Et je me suis vraiment j'ai pas compté mes efforts, quoi. J'ai mis le maximum de ce que je pouvais faire. Et j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela. Et je me suis dit, non, je ne peux pas utiliser ce terme-là. Puis après, à partir de 1991, quand cette grande expérience est arrivée, et en même temps, M. Kobayashi, dans un stage à Mulhouse, m'a dit, bon, maintenant tu pousses les portes de dojo et t'enseignes en Europe. Ce que j'ai fait. Mais comme je ne suis pas un grand... comment dire? Je transmets les outils, le savoir-faire, le savoir-être qui me semble être adapté, mais j'en suis pas sûr. Plus je suis avancé, plus j'ai marché dans tout ça, et moins il y avait personnes qui suivaient. Voilà, donc voilà, pas sûr que ça soit adapté au temps qui fut passé. Peut-être que maintenant, dans le temps qui va arriver ou qui arrive, des gens trouvent intérêt à dépasser ces processus de croyance, des informations personnelles, conscientes ou inconscientes, pour aller vers une autre dimension de l'être humain qui est proposée par l'Aikido. Peut-être que toute cette crise de fou qui est menée par des chefs d'orchestre un peu déséquilibrés va permettre ça. Je ne sais pas. Voilà pour répondre à Aikido. Donc Aikido, je ne suis pas compétent pour en parler. Alors, deux questions, tu m'amènes deux questions. La première, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, justement par rapport à ce que tu veux dire à l'instant, quand Kobayashi Sensei te dit pousse les portes des dojos et va enseigner, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? On ne se sent jamais vraiment prêt à enseigner, selon moi. Et deuxième chose, non seulement tu enseignes, et après tu développes donc l'aïkido. Ça demande un certain courage, je dirais, parce que comme tu le disais tout à l'heure, dans des arts martiaux anciens, on a du mal à se renouveler, on ne veut pas toucher à ce qui est établi depuis des siècles, etc. etc. Et toi, tu as eu le courage de faire ça. Donc, question numéro 1 pour faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand Kobayashi Sensei te demande de pousser les portes du dojo et d'enseigner? Venant de lui, c'est pas rien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu développes l'aïkido et surtout de voir que tu es dans le vrai, puisqu'il y a des gens ici présents qui sont là pour en témoigner. Ah non, là, je ne peux pas dire que je suis dans le vrai, moi. Je ne sais pas. Et le jeu est déjà trop... C'est moi qui ai dit, tu ne prends pas le risque. C'est moi. Non, même si j'en prenais, mais je ne vais pas en prendre. C'est pas le sujet. C'est intéressant la question que tu poses parce que... J'espère. Parce que je ne le vis pas comme ça. Quand Kobayashi entrait dans le tatami, sur le tatami, il se passait que quand il marchait, mon système neuromusculaire se mettait déjà en action. Quand il bougeait aussi. J'ai appris ça au Japon. J'avais fait c'est ridicule, mais vraiment. Parce que j'étais déjà père de famille et je mettais un point d'honneur à élever les enfants, à être présent, etc. Donc c'est difficile d'être partout. En plus, je pratiquais le hatha yoga déjà à l'époque. Donc le hatha yoga, puis après l'aikitaiso, avec le Sensei, etc., l'aikiken, l'aikijo, l'aikitai, enfin tout ce que vous savez. Et il n'y a pas eu de raisonnement comme ça. Vous comprenez? Il marche, je marche. C'est-à-dire que je n'existe plus. Il y a une abnégation totale. Il prononce ces termes-là, aucune interrogation.
le stage s'est terminé, et hop, c'est parti, et je rentre inconsciemment, je pousse les portes de l'Ukraine à Madrid, en passant par la Hollande, etc. Et puis stop. Il n'y a pas une question de courage, il y a une confiance qui est donnée. J'y vais. Je bouge, c'est pas moi qui bouge, je veux dire, c'est pas le petit bonhomme d'Yanné de la Zanette qui bouge, c'est pas le sujet. J'existe plus à ce moment-là en tant que personnage. Je fais du moins pire possible. Vraiment moins pire, parce que je peux rien. Bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, beaucoup d'humilité par rapport à ça. Hein. Donc, du moins pire possible. Et j'ai mis en œuvre ça, c'est tout. Donc, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas de mérite. Une confiance est donnée, je fonce. Je n'ai même pas réfléchi. C'est pas une question de cérébral. C'est comme si j'étais enceint, hein, et mon bas-ventre, et il a suivi celui que Sensei disait, et j'ai fait. Et c'est tout. Bon, première question, après la deuxième. Je vais boire un petit coup de bière en attendant. Non, mais ça me rappelle trois petits mots que tu m'as fait travailler. On s'était envoyé des textos une semaine et j'ai cherché les mots. J'avais trouvé les deux premiers et pas le troisième. Et donc ça revient à ce que tu viens de dire. Il y avait trois mots magiques. Est-ce que tout pratiquant devrait avoir, d'après ce que j'ai compris, c'est l'humilité, la simplicité et la sincérité. Alors je ne sais plus lequel me manquait et je tournais autour pendant une semaine. On s'envoyait des textos, c'est devenu un jeu. Jusqu'à temps que je finisse par le trouver. Et bon, j'ai fini par me le mettre sur un post-it chez moi. Et c'est quelque chose de précieux parce que c'est des choses simples. Ce sont des clés pour la vie qui sont très simples, mais il fallait mettre en pratique. Voilà. Une fois que c'est dit, une fois que c'est posé, est-ce que j'applique ça dans ma vie? Il y a un verbe que je propose aux gens, parce que moi je ne fais que des propositions et des suggestions. C'est le verbe falloir, le verbe devoir. C'est deux verbes qui sont sacrément tordus, ça. C'est vrai. C'est deux verbes de volonté égotique. Si on reste là dans le verbe falloir et le verbe devoir, on ne s'en sort pas. Hein. C'est une autre dimension qu'il faut aller chercher. Quoi. Bon voilà, juste reprendre ça. J'entends parce que tu m'as déjà piégé sur ça, et tu vois, je retombe dans l'écueil, mais bon, je vais m'efforcer à aller au-delà de ça. T'es gentil, mais je t'ai pas piégé. Non, mais c'est une façon comique de le présenter. C'est comique, c'est correct. Non, il n'y a pas de piège, simplement. Ouais, quand on a des outils, ben on les offre, on les donne, et puis voilà, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de piège. Alors, il y avait une autre partie de question. Ah oui, comment ça s'est transformé en équidoïe? C'est que déjà en 1989, je suis retourné une deuxième fois, pas longtemps, une quinzaine de jours. Je suis resté avec Kobayashi Sensei, puis il y avait d'autres Français, on était trois, je crois. Oui. Et des moments où j'étais seul avec lui, et donc j'ai émis quelques interrogations que j'avais avec le pauvre japonais que j'avais. Mais en même temps, il était extrêmement empathique et je crois qu'il y avait une communication. Il disait justement que Daniel, c'est les Shinbeichi, on a ton âme. Bon, ok. J'en tire pas gloire, hein, n'entendez rien de tout ça. Il y a des gens beaucoup plus avancés que moi qui existent, qui ont suivi mes Kobayashi. Et je lui ai fait part du rôle des femmes dans ces bouddhos. Si on pouvait trouver autre chose, et j'ai proposé des choses, il m'a dit, écoute, si tu veux, pourquoi pas. Donc très très ouvert sur la notion d'évolution. Hein. Et lui-même, il avait vraiment beaucoup évolué, mais regardez-le sur les vidéos, quoi. Tous ces petits mégoulis, etc., qu'il fait, ses positions, vous voyez ça nulle part ailleurs. C'était un être fabuleux, il marchait, mais c'était pas une noblesse aristocratique, mais d'une noblesse d'humanité. Et la première fois que je l'ai vu, moi je voulais tout arrêter. Hein. Et donc, un monsieur qui est maintenant 7e ou 8e dan, qui était aussi un des gens qui m'ont accompagné, avait dit non, écoute, il y a un japonais qui arrive à Orléans, là, en tant 80, je crois, 80, je sais plus. Viens quand même. Bon, je viens, quand il est rentré sur la cabine, j'avais les yeux qui sortaient. Non, mais c'est lui, quoi. Voilà. Il n'y a pas. Après, quand j'ai vu comment il bougeait,
comment il était détendu, comment cette noblesse, ce centrage. J'ai dit, ah, ça va. Et je dis, je repique. Et là, je repique à fond. Et l'année d'après, ça c'était donc en mai 80, je crois, de mémoire. Et en août 81, donc j'avais fait quelques stages avec lui, parce que j'avais laissé tout le reste. C'est ça, en 80, je ne sais plus bien, mais je crois que c'est cette date-là. Il est venu dans je crois que c'était à Casteljaloux dans l'Iran, pas loin d'ici. Et je suis allé là. Et je lui dis, alors je me suis fait traduire évidemment, parce que voilà, je vous demande si c'est possible de venir au Japon pour suivre votre enseignement. Il m'a regardé, il m'a dit oui. Je lui ai dit quand. Et après c'est parti. Donc, je suis parti là. Donc, je ne suis pas resté de 50 ans non plus, je suis resté 3 mois. Et après j'ai fait le tour d'Europe avec lui. Et après je le rejoignais autant que possible, comme tant d'autres l'ont fait. C'est pas exceptionnel tout ça. Voilà. Et entre-temps, j'ai essayé d'appliquer, jusqu'à oublier le petit bonhomme que j'étais avec ces informations, et essayer de bouger comme ça, de l'observer le moindre détail. Vous avez vu la façon de marcher que j'appelle OK. OK, ça vient de l'espéranto, oko veut dire 8. Eh bien lui, il l'enseignait jamais. Mais plein de fois, je l'ai vu, quand il arrivait un petit peu en avance, il se mettait dans un coin, et je voyais qu'il marchait comme ça. Je me dis, mais regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Je me dis, mais tu ne me montres pas ça dans les coups. Alors hop, quand j'ai vu ça, je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à marcher. Et puis, peu de temps après, je me suis foutu un coup dans les orteils, qui m'a déclenché dans les gros orteils. Les deux, je ne sais plus dans quelles circonstances, une table, un coup, l'autre table, enfin bon. Une douleur qui a duré 3 ans. 3 ans d'inflammation de la base des gros orteils. Il y a peut-être d'autres sources un peu psychologiques derrière, mais ok. J'ai filé les coups inconsciemment dans ces choses dures. Et j'ai continué à essayer de marcher comme il marchait quand il était tout seul, quand il allait d'un point à l'autre, quand il se faisait ce vide sur le sol. Et puis en parallèle, j'étudiais aussi les outils du bouddhisme zen, où on a une façon de marcher dont le kyudo s'est inspiré. Et aussi le kendo. Mais aussi Maître Kobayashi qui s'asseyait de temps en temps. On avait des entretiens avec à ce propos-là. D'ailleurs, un jour, il me dit bon, alors, combien de temps tu t'assois? Alors, là, j'ai une montée gothique. Je dis non, je ne peux pas dire 20 minutes. Je dis c'est pas vrai, ça allait jusqu'à 2h30. C'est un truc de malade, quoi. J'ai essayé de trouver. C'est idiot, je ne peux pas faire ça. Mais je l'ai fait. Et quand il m'a demandé, je me rappelle, on était tous les deux sur un banc, je ne sais pas dans quel pays, sur un banc dehors, il devait faire bon, donc ça devait être. Ça tournait l'été. On cassait la croûte comme ça dehors et on posait des questions. Et je lui ai pas dit ce que je faisais vraiment. Mais donc, je sais qu'il cherchait quand même. Il cherchait, puisqu'il pose une question à un petit bonhomme qui est à côté de lui, qui ne connaît rien, quoi. Et c'est intéressant. Bon, je reviens. Février 91 se passe cette expérimentation dont je vous parle. Un coussin, assis sur un coussin, personne sur le coussin, pas de coussin. Bon. Et des dimensions. Je vous conseille, pour comprendre un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, qui n'est pas compréhensible par l'intellect, mais d'avoir un petit peu des images. Avec un collectif de Chinois et de Japonais et d'Anglais. J'ai retraduit un film fabuleux qui s'appelle Le Zen ou la vie de Maître Dogen. Il est sur le site www.centrezen, tout attaché au singulier, oui, au singulier.com. Première page, vous avez ce film. Regardez-le. C'est une pure merveille d'humanité, d'humanisme, passant par la voie d'évolution qui est le zen du XIIIe siècle. Mais il suffit de changer les formes. C'est exactement la même chose. Bon, on est en février 91.
quand cette expérience arrive, l'expérience se termine, je ne comprends rien du tout. Je rentre chez moi, je dirigeais une séance qu'on appelle Zazen, c'est la Zen assis. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien. Bon, je continue. Tout de suite, j'écris au moine qui m'accompagnait et je lui dis il s'est passé ça, mais c'est quoi cette histoire? Et il me répond le poivre est le poivre, le sel est le sel. Enfin bon, je dis d'accord, tu m'aides vachement, le poivre est le poivre. Ok. Je n'ai pas de réponse. Et puis, je vous ai dit que je m'occupais de mes enfants, ma famille et tout, le ménage, la vaisselle. Et pendant que je faisais la vaisselle, concentré, patati patata, tout se met en place. Vous imaginez un puzzle, vous avez les pièces qui sont partout par terre, sous les meubles, etc. Le puzzle, parce que vous êtes attentif jusqu'à vous décider de faire un geste, tous vos sens sont là, présents, vos consciences aussi, encore une fois, relativement à ce que vous pouvez. Et les pièces, elles sortent de dessous le meuble, ce qui était caché se pose, et vous voyez le puzzle. Voilà. Et, prochaine retraite, je repose la question, et on me dit, c'est le Satori. Ah. Bon, ok. Tu peux transmettre. Moi, ça ne me satisfaisait pas du tout. Parce que ce que j'avais lu sur le Satori de différents maîtres zen, il y a un truc qui manquait. Quoi. Bon, maintenant, je sais que c'est pas ça, parce que je pense qu'ils ne le savaient pas. Je me dis que c'est exceptionnel que ça se passe aussi vite. Il n'y avait que 7 années de pratique de zen intensive avec une application aussi importante que celle que je vous ai décrite pour Maître Kobayashi. Excuse-moi de te couper, le Satori, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Non, tant rien. Et maintenant, j'en fais une différence pour essayer d'aider ceux qui sont en recherche, pour pas qu'on s'en mêle, parce que ce mot éveil, on l'entend partout. Maintenant, quelqu'un qui a une prise de conscience sociétale, on dit il est éveillé. Ah, on ne sait plus quoi. On ne sait plus. Bon. Une prise de conscience sociétale, une prise de conscience sociale, une prise de conscience. Je ne sais pas, telle ou telle. Ce sont des prises de conscience. Bon. Donc, en fait, aujourd'hui, les mots, depuis 1980, je crois, où j'avais un peu étudié comment on manipulait les mots pour changer les états d'esprit et pour manipuler les foules. Je vous renvoie à Bernays, etc. Enfin, toute cette ingénierie de manipulation des foules, dont on a une bonne... et ça continue d'ailleurs. Bon, et vous serez indiqué encore au moins aussi bien que moi, si c'est pas plus. Bien, donc il y a une expérience. D'abord, dans mon expérience, il y a l'entraînement de finaliser tout ce qui est commencé. Puis l'entraînement de choisir ce que les productions mentales nous proposent. Puis finaliser ce choix. Puis de se dire que ce choix il est complètement relatif à ce que l'on peut percevoir. Et qu'on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse. Excusez-moi, je tourne le dos un petit peu. On n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse. Bon, tout ça, ça remet plein de lois, principes, comme celle de l'impermanence de tout phénomène, la transformation incessante de tout phénomène constitué, tout est parti, la loi de cause à effet, où pour produire une situation, il y a eu des causes multiples avant qui produisent. Regardez, on n'est pas là par hasard, je veux dire, il y a tellement de choses qui sont produites pour qu'on soit là, tous là, hein, pour que le carrelage existe, que ce bâtiment existe, que cette chaise existe, et tout comme ça. C'est incroyable quand on ne peut même pas imaginer tout ce qu'il a fallu pour que nous soyons là, tous ensemble, à discuter dans un cadre comme ça. Hein? Bien, donc ensuite, il y a d'autres lois. J'ai parlé de la relativité, de l'interdépendance absolue. Même l'ermite qui serait tout nu dans la montagne, il a forcément besoin, à un moment donné, des arbres.
les végétaux, orangés. C'est impossible que ce soit autre. C'est comme ça. Après de l'interaction, de l'interagissement avec les autres personnes, enfin il y a toutes les lois comme ça, il y en a encore d'autres mais je vais m'arrêter là, c'est intégré dans le quotidien. Et ça permet, par intégration, d'augmenter nos niveaux de différentes consciences. En plus de notre conscience sensorielle, nos organes, et donc ces 6 sens, le 6e étant la bioconscience, et vous l'avez dirigé vers la verticalité, la bioconscience verticale. Après cela, mais ça peut intervenir avant, mais pour qu'il ait sa pleine dimension, en témoignant, je dis après. Et ça peut intervenir avant, on peut finir à l'hôpital psychiatrique aussi. Bien. Donc, après cela peut apparaître cette expérimentation qu'on appelle nirvana. Seulement après cela se crée le puzzle. Moi, c'est quand on faisait la vaisselle. Pareil, d'autres, c'est quand ils ont entendu un caillou taper un bambou. Ou un maître hurler et frapper sur une table. Peu importe. C'est qu'à un moment, quelque chose fait que vous sortez de votre prisme de production mentale et vous êtes au cœur de la chose qui est complètement sans voile. Et là, c'est là. Je cherche le mot, je ne le trouve pas. Bon, japonais on dit Satori. Non, on réalise des choses. L'éveil, c'est l'ensemble de tout ça, où on devient consciemment un petit bonhomme ou une petite bonne femme pour les dames. Vide, on le sait. En même temps, phénoménalement, complètement, ou alors complètement c'est prétentieux, mais à l'optimum de l'instant conscient. Et voilà, on a un petit bonhomme au sein du vivant, avec les autres vivants, et puis tranquillement, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est la condition naturelle de l'homo sapiens sapiens. Comment ça a évolué, pour revenir à ta question, Jean-François, parce que je n'ai pas encore traité ta question, on m'a fait le tour, mais on revient toujours. Ouais. Quand en février 91 s'est produit tout ce que j'ai essayé de vous décrire avec mes mots, mais vous avez plein d'ouvrages qui peuvent vous aider à réfléchir là-dessus, mais surtout, ce sont vos orteils qui vous donneront la réponse. Je continuais à pratiquer intensément. J'avais 7 centres d'Aïki à l'époque, un centre de Zen et 3 de yoga. Je crois que c'était ça. Bien, donc j'étais à fond dedans, quoi. Mais j'avais aussi d'autres choses que je gérais dans mon existence, en plus de la famille et 3 enfants. Bien. Après cette expérimentation-là, ça a commencé, je dis bien ça, commencé à bouger autrement. La dimension respiratoire a pris une autre dimension à partir de cette expérience du nirvana. Il s'est passé quelque chose. J'ai approfondi ça, et là maintenant j'en suis à peu près à minima 9 directions respiratoires, par exemple, jusqu'à cette phase respiratoire, 5 niveaux, etc. Et ça commence, ça continue. Et quand je me suis mis en mouvement, c'était mis en mouvement à partir de ces réalisations dont je vous parle. Ce qui fait qu'en face de moi, je n'avais plus des êtres en dualité, j'avais des êtres dont je savais qu'ils étaient aussi vides que cet amoncellement impermanent, renouvelé sans cesse de molécules et d'atomes, et que je savais que fondamentalement, c'est l'amour qui est au cœur de tout. C'est l'énergie principale. Vraiment. C'est là-dedans qui est baignée l'âme qui, finalement, est l'âme, la conscience cosmique, qui a un support, qui est l'homo sapiens sapiens. Bon. Donc, puisque les êtres qui étaient en face de moi, que je voyais comme, quand même, dualité, parce que j'avais un petit niveau avec l'enseignement que j'avais compris avec Maître Kobayashi,
ça prenait complètement une autre les rapports étaient plus les mêmes. Donc tout a changé, mais il n'y a aucun calcul, aucun travail intellectuel là-dedans. Et de plus en plus, c'est parti en verticalisation vers la terre, vers le ciel, avec le souffle, etc. Un hémicorps, l'autre hémicorps, et puis les bras qui devenaient simplement l'expression de cette verticalité. Et cet esprit qui voyait, ressentant tous les êtres comme étant de la même essence, qui s'est mis en œuvre. Et au fur et à mesure, je dis, mais là, je ne peux plus appeler ça comme... je ne peux pas trahir Maître Kobayashi qui a gardé le terme aikido, malgré sa manière tellement différente de tout ce que vous pouvez voir. Regardez, c'est incroyablement différent. Et je dis, non, je vais essayer de changer de mot. Il ne faut pas que je trahisse ça. Et j'ai cherché, j'ai pris le dictionnaire, voilà, j'ai cherché quand même à faire un lien, parce que je me suis dit, si d'autres sont dans un cheminement un peu parallèle, si je change complètement de terme, de mot, ce serait dommage, il y a peut-être un relais à donner. Et donc je vais garder Aiki, j'aurais pu prendre un terme espéranto, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai eu plein de noms, hein. Je ne sais plus les différents noms que j'ai utilisés, mais il y avait plein de noms différents, ça changeait tout le temps, ce qui fait que les gens ne savaient même plus dans la tête. Et c'est pas très important, mais bon, il faut des repères quand même. Et donc je dis non, il faut que. À un moment, je vais dire Aïdoi. Puis je me dis, d'ailleurs, c'est pas moi qui me suis dit, c'est quelqu'un qui est dans la salle qui m'a dit, mais quand même, pourquoi tu mets pas qui là-dedans, quoi? Parce que quand même, ça aiderait les gens. Donc,